Donc bonjour à tous, bienvenue pour cet exo de colle numéro 29. Bon, après avoir fait pas mal d'exercices d'algèbre, je me dis bien qu'il faudrait changer un peu d'optique et peut-être tourner un petit peu sur d'autres chapitres. Donc on va attaquer la probabilité et je vous propose l'exercice suivant. Donc on a une suite d'événements, AN, dans un espace probabilisé, habituel, sigma oméga AP, et montrer donc que si la série converge, la série des P de AM converge, alors on a une probabilité d'un certain événement, qu'on va essayer de décrire bien sûr, qui est égal à 0. Et puis si la série diverge, mais qu'en plus, et ça c'est important cette hypothèse, qu'en plus les AN sont mutuellement indépendants, alors la probabilité du même événement qu'on aimerait regarder a priori vaut 1. Ok. Alors n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer par vous-même, sans indication, comment résoudre cet exercice. Ok, alors bon, déjà la question qu'il faudrait se poser, c'est quoi cet événement-là? Peut-être juste pour comprendre ce que veut dire cet événement-là. Ok, alors cet événement-là, c'est ce qu'on appelle le limite sup DAM. Donc, je le réécris, cet événement, c'est ce qu'on appelle la limite sup DAM. Et cette limite sup, pour la réaliser, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que, pour tout n, cet événement soit réalisé. Ok? Et pour que cet événement soit réalisé, il suffit qu'il y en ait un d'entre eux qui soit réalisé. Donc, pour que cette limite sup DAN soit réalisée, il suffit que pour tout n plus grand que 0, il existe un cas plus grand que n, tel que AK est réalisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, on a une infinité d'événements AK qui doivent être réalisés. Ok? Parce que si vous réfléchissez à l'événement contraire serait donc qu'il existe un n, tel que pour tout cas, plus grand que n, AK ne soit pas réalisé. Et voilà, vous comprenez que pour arriver à ce genre de cas, il faut qu'il y ait un nombre fini d'événements qui soient réalisés. Donc l'événement contraire, c'est qu'il y ait un nombre fini d'événements AK qui est réalisé. Par contre, l'événement tel qu'il est, c'est qu'il y ait un nombre infini d'événements AK qui soient réalisés. Donc voilà, déjà, si on comprend un petit peu mieux cet événement, ça va aider un petit peu pour résoudre le problème. Et puis, ça va aussi nous aider à comprendre les applications de cet exercice, ce théorème. Donc c'est le théorème, donc c'est ce qu'on appelle la loi de 0,1 de Borel, ce truc-là. Donc, loi du 0,1 de Borel. Ok? Et en particulier, ce truc-là, ça s'appelle le lemme de Borel-Cantelli. Okay, donc ce sont des résultats assez gros sur la probabilité. On va le résoudre, cet exercice. Et j'aimerais parler également des applications de ces différentes choses. On va essentiellement parler, je pense, du singe savant, le paradoxe du singe savant. Et on pourra également parler de la marche sur Z un petit peu. Ça pourrait être intéressant. Ok. Donc, commençons d'abord par résoudre cet exercice. Je vais peut-être changer. Hop. De toute façon, on va avoir trop de problèmes. Donc, résolution. Alors, première question. Donc. On suppose que la série des probabilités de AN converge. Ok? Jusque là, tout va bien. Alors, si on décortique un petit peu cet événement, on se rend compte que si on pose, donc en posant Bn comme étant l'union pour k plus grand que n des AK, Bn c'est une suite d'événements
qui va être décroissante. Ok, donc Bn est une suite d'événements croissante. Décroissante, pardon. Pas croissante, décroissante. Pourquoi? Parce que Bn plus 1, non, Bn, pardon, Bn, je peux l'écrire comme l'union de Bn plus 1 avec An. D'accord? Donc Bn plus 1, c'est quoi? C'est faire l'union à partir de Bn plus 1 de tous les AK. Et là, il faut juste ajouter le terme An et ajouter le terme An. Là, c'est une union, hein, c'est pas une intersection. Donc comme c'est une union, on a bien l'inclusion Bn. Donc on va voir que Bn plus 1 est inclus, pardon. Donc Bn plus 1 est inclus dans Bn. Hop. Voilà, donc ça montre bien qu'on a une décroissance des suites d'événements. Et quand on a affaire à ça, eh bien, il y a un petit théorème de limite monotone, ou propriété de limite monotone. Monotone, désolé. Hop. Donc une propriété de limite monotone qui permet de dire du coup que la probabilité de l'union, de l'intersection, pardon, de CBN, je vais y arriver, l'intersection de CBN, en fait, c'est la même chose que la limite, quand n tend vers l'infini, de P de Bn. D'accord? Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc, tout ce qui reste à savoir, c'est quelle est cette limite pour la probabilité de Bn. Ok. Bon, pour savoir ça, il faut s'intéresser à ce que c'est la probabilité de Bn. Et la probabilité de Bn, c'est l'union des AK. Hein. Bon, eh bien, c'est pas très difficile de montrer qu'en fait, cette probabilité, elle est inférieure ou égale à la somme pour K plus grand que N des probabilités de AK. Ok. Alors, ce qu'on peut faire, hein, c'est qu'on peut faire par récurrence, montrer par récurrence que la probabilité d'une union de n événements est inférieure ou égale à la somme des probabilités de ces n événements. On peut montrer ça par récurrence, et bon, en passant à la limite, ici, comme la série est convergente, il n'y a pas de souci, les inégalités se maintiennent. Ok, puis quand on passe à la limite, les inégalités se maintiennent, c'est juste que s'il y avait une inégalité stricte, ça devient une inégalité large. Mais voilà, donc c'est pas très difficile de montrer que la probabilité d'une union est inférieure ou égale à une somme de probabilités. C'est lié un peu à la sigma additivité. Donc ce qu'on appelle sigma additivité de la probabilité, c'est en fait dire que la probabilité de l'union de deux événements disjoints est égale à la somme des probabilités. Okay, donc c'est ça la sigma additivité, et en fait c'est un peu lié à ça. Et à la formule que vous connaissez très bien de P de A union B, hein. C'est essentiellement ça, hein, pour prouver cette inégalité. Pas très difficile. Ce que je veux surtout vous faire noter, c'est que ça, c'est le reste de la série. Donc c'est le reste au rang n, si on veut, de la série justement qui converge. Donc de la série des P de AN. Ok. Bon, comme la série est convergente, ça veut dire que le reste tend vers 0. Somme pour K plus long égale N des P de AK, ça vaut 0. Et puis évidemment, une probabilité étant toujours comprise entre 0 et 1, notamment P de Bn est plus grand que 0, et donc par gendarme, hein, théorème de gendarme, d'où par théorème des gendarmes, P de Bn tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Voilà. Donc voilà pour ce qu'il en est de cette première question. Alors remarquez que j'ai pas eu à aucun moment
besoin d'utiliser une question d'indépendance entre les événements. Ok, notez-le vraiment parce que voilà, c'est ça la force de cette première partie. La deuxième partie, malheureusement, on a vraiment besoin de cette mutuelle indépendance. Donc bon, j'ai pas d'exemple à proposer, mais je pense qu'on pourrait en trouver. C'est juste que ça demande pas mal de réflexion. J'ai pas eu vraiment le temps, je vais pas mentir, j'ai pas eu vraiment le temps d'y réfléchir pour essayer de donner un contre-exemple. Mais j'aimerais déjà vous montrer comment la preuve fonctionne de ce truc-là. Et puis on va voir des applications par la suite, comme j'ai dit. Bon, et puis vous allez voir en quoi l'indépendance, la mutuelle indépendance est importante dans le raisonnement qui va suivre. Ok, alors le 2, on suppose cette fois-ci que la série diverge. Mais on a aussi que AN, mutuellement indépendant. Bon, alors là, c'est un raisonnement moins facile, le 2. Donc le 1, ça va, ça pouvait se faire assez gentiment. Le 2 est un peu moins facile, pourquoi? Parce que vous allez le voir par vous-même là pendant la résolution. Je pense qu'il y a des passages, il fallait y penser. Ok? Donc n'hésitez pas à faire une petite pause à chaque fois que je donne une idée pour essayer par vous-même, et je l'ai déjà dit pour d'autres exercices, pour essayer par vous-même de compléter les propositions que je fais avant même que je le fasse, que je le complète. Donc là, l'idée, ce serait d'abord de s'intéresser plutôt à l'événement contraire. Donc déjà, il faut penser à ça. Je veux regarder l'événement contraire. Alors si je regarde, donc je vous ai expliqué que c'était la limite sub des AN. Donc si je regarde le contraire de la limite sub des AN, alors là, il faut penser aux lois de Morgan, si on veut, en un certain sens. Les intersections deviennent des unions, les unions deviennent des intersections, et les AK deviennent des AK bar. Donc ça, c'est égal en fait à l'union pour n plus grand que 0 de l'intersection pour k plus grand que m des AK bar. Ok. Et ce qu'il faudrait donc démontrer, c'est que si on veut que ça vale 1, il faudrait montrer que la probabilité de ce truc-là vaut 0. Ok? Donc montrons que la probabilité de ce truc-là, alors ce truc-là justement, d'ailleurs, au passage, donc je vous ai expliqué que l'intersection de l'union de ces AK, c'est la limite sup. Ce truc-là, en fait, c'est la limite inf. Donc je vais peut-être utiliser cette notation. Donc la limite inf des AN bar, cette fois-ci. Et donc ce qu'on va essayer de démontrer, c'est que cette limite inf des AN bar vaut 0. Ok, alors après le raisonnement est un peu similaire, le début en tout cas du raisonnement est un peu similaire à ce que j'ai fait précédemment, c'est-à-dire que je vais regarder les événements BN comme étant ces intersections-là. Ok? Et puis ce qu'on peut remarquer, c'est que ces BN, cette fois-ci, forment une suite croissante d'événements. D'accord? Donc, les BN, qui sont donc définis comme intersections pour K plus grand que M des AK bar, forment une suite d'événements croissante. Pour l'inclusion toujours. Donc comment on le met en évidence? Il suffit de remarquer que Bn c'est en fait An bar inter Bn plus 1. Donc en ayant ça, on voit que Bn plus 1 est plus grand. Donc Bn plus 1 par rapport à Bn, c'est Bn qui est inclus dans Bn plus 1. Donc ça va. Et donc encore une fois, on peut utiliser le théorème des limites monotones. De limites monotones. Pour dire que la probabilité d'une union d'une suite d'événements croissants par inclusion, donc n plus long 0, en fait c'est égal à la limite, encore une fois, quand n tend vers l'infini, de P de Bn. Et maintenant ce qui m'intéresse, c'est de connaître la limite de cette probabilité-là. Ok? Bon.
Alors, comme j'ai pas trop le droit, alors pareil, après maintenant ce qu'il faut c'est donc étudier P de Bn. Comme j'ai pas trop le droit d'utiliser, enfin comme je pressens qu'il va y avoir une histoire de série divergente qui va apparaître, ce que je vais faire c'est que je vais pas regarder P de Bn directement. Parce que si je regarde P de Bn directement, je risque de manipuler des séries divergentes. Et des séries divergentes, bah, une probabilité c'est compris entre 0 et 1, c'est un peu moyen de se ramener à des séries divergentes. Ok, donc on va éviter ce problème. Et pour éviter ce problème, on va juste regarder, donc on va introduire un paramètre, soit L, un paramètre genre plus grand ou égal à 0. À vrai dire, je peux prendre juste L plus grand strict à 0, ça ne changerait rien. Et je vais définir BNL comme étant l'intersection pour K compris entre N et N plus L des AK bar. Ok, donc je fais ça de façon à ce que je me retrouve avec une intersection finie, et donc je me retrouve avec des produits. Donc normalement vous devez pressentir ça parce que j'ai des événements mutuellement indépendants. Quand on a des événements mutuellement indépendants, ça veut dire que n'importe quelle probabilité d'intersection avec ces événements donne un produit. Et bon bah vu les hypothèses et tout ça, il est peut-être possible que ce produit soit divergent. Donc on manipule avec prudence. Et c'est ce que je fais ici. Donc je manipule avec prudence en disant je vais juste me réduire à une intersection finie. Et puis voir ce qui se passe quand L tend vers l'infini. Ok. Alors, boum. Donc ouais, alors bon, j'efface un petit peu, mais c'est pas grave. Ayant en tête les hypothèses que j'ai déjà, qui sont encore là. Donc bon, bah, maintenant on va regarder la probabilité de BNL. Comme nous avons mutuellement indépendance, ok, donc la mutuelle indépendance est sur la famille des AN. Mais quand on a mutuelle indépendance sur une famille de AN, on peut très bien remplacer les AN par des AN bar, soit un nombre fini, soit un nombre infini, ça ne changera rien, ça restera une famille mutuellement indépendante. Donc la famille des AK bar, là, ou AN bar, est une famille mutuellement indépendante. Par conséquent, la probabilité d'une intersection, c'est donc bien le produit, donc ça va être le produit, pour k allant de n à n plus l, je vais écrire comme ça, des probabilités de A k bar. Alors j'ai mis L plus 1, c'est pas L plus 1, c'est L plus L. Excusez-moi. Hop, voilà. Bon, et ensuite, alors je vais effacer encore un peu pour avoir de la place. Ensuite, bah, j'utilise juste la formule de l'événement contraire. Donc c'est parti, hein, probabilité pour k allant de n à n plus l de 1 moins la probabilité des AK. Voilà, comme ça j'arrive à faire intervenir cette probabilité des AK. Bon. Mais comment faire réintervenir cette idée que cette série diverge? Parce que pour l'instant, je n'ai pas utilisé une seule fois cette hypothèse. Hein. Là, dans tout le raisonnement, je n'avais pas encore utilisé la mutuelle indépendance. Là, je viens seulement de l'utiliser. Et puis, bah, la question, c'est comment j'utilise la série divergente. Bah, la série divergente, en fait, elle va commencer à apparaître ici. En effet, il va falloir faire une petite inégalité. Et la petite inégalité va être la chose suivante. En fait, bah, donc or 1 moins x, bah ça c'est supérieur ou égal. Attendez, je vérifie que je dis pas de bêtises. Non, 1 moins x, pardon, est inférieur ou égal. Je me disais bien que j'avais fait une petite erreur d'inégalité. 1 moins x est inférieur ou égal à exponentielle de moins x. Pour tout x, bon ici il suffit de le savoir entre 0 et 1. À vrai dire, cette inégalité est toujours vraie. L'inégalité que vous devriez connaître, c'est celle avec juste plus 1. Et ça, c'est dû à la convexité. Pour faire très rapide, hein, parce que bon, on peut faire une étude de fonction si on préfère, quand on débute la première année, on peut faire ça en faisant une étude de fonction. Là, pour la deuxième année, tout ça, on peut aller très vite en disant bah c'est convexe, donc l'exponentielle est convexe, donc la fonction est toujours au-dessus de ses tangentes, et notamment sa tangente en 0. Voilà, paf, on règle ça très vite. Donc, en utilisant cette inégalité-là, bon bah, par produit de termes positifs, les inégalités se transfèrent au produit. Donc ça signifie que P de BNL est inférieur ou égal au produit
pour k allant de n à n plus l. Donc oui, j'avais oublié de préciser que c'est positif. Hein. C'est pour ça que c'est important d'avoir quand même des valeurs entre 0 et 1. Donc, et c'est pour ça aussi que c'est ça qui fait que justement les inégalités se transforment au produit. Donc on a ça est égal, inférieur ou égal, pardon, au produit pour k allant de n à n plus l de exponentielle de moins p de a k. Ouais, p de a k. Et puis un produit d'exponentielle, ça devient l'exponentielle d'une somme. Et voilà la série qui fait, donc je vais écrire comme ça, exponentielle de moins la somme pour k allant de n à n plus l de la probabilité des AK. Ok. Bon, alors, hors P de Bn, c'est la limite, quand L tend vers l'infini, de cette probabilité-là. Hein. Donc, je vous rappelle que ça, c'est plus long que 0. P de Bn, c'est égal à la limite, quand L tend vers l'infini, de la probabilité de BNL. Je vous rappelle qu'on fait d'une union de plus en plus grande. Là j'ai pris une intersection. Oui, pardon, c'est une intersection de plus en plus grande. C'est moi qui. C'était une intersection. Donc on fait une intersection de plus en plus grande pour atteindre BN. Hein, donc il faut faire une limite. Et bien, si vous regardez ça, la limite, ça va être le reste d'une série divergente. Hein. Donc, la limite quand L tend vers l'infini et le reste d'une série divergente. Conclusion, tout ça, ça tend vers plus infini, avec le moins, moins infini, avec l'expo, ça tend vers 0. Donc ça, bim, 0. Donc P de Bn vaut 0, et donc la limite de Bn c'est 0, etc. Et on conclut donc que la probabilité de la limite inf des AN bar c'est égal à 0, et donc la probabilité de la limite sup des AN c'est égal à 1. Et voilà. Ok. Bon, alors maintenant quelques applications de ce résultat. On va regarder un peu ça. Hop. Parce que bon, là on a fait toute la preuve théorique. C'est bien sympa. Hein. J'espère que ça vous a plu déjà de faire cette preuve, de voir cette preuve. Mais maintenant j'aimerais me poser un petit peu sur des applications. Donc la première application que je vous propose, c'est l'application du problème ou du paradoxe du singe savant. Donc, la première application que je propose, c'est le problème du singe savant. Alors le problème du singe savant, je vais l'énoncer à l'oral. Donc, ça consiste à quoi? Vous avez un singe que vous forcez, bon c'est pas très éthique tout ça, mais imaginons, ou vous le faites s'amuser, hein, on peut imaginer comme vous voulez, vous le forcez à taper sur un ordinateur ou sur une machine à écrire, peu importe, ok. Vous le forcez à taper un certain nombre de caractères. Donc un nombre de caractères qui peut correspondre à un livre, au nombre de caractères d'un livre. Donc tant qu'à faire, imaginons que le livre ça puisse être le dictionnaire. Ok, carrément. Okay. Donc on fait taper le singe le nombre de caractères correspondant à celui du dictionnaire. Et on fait ça chaque jour. Ok. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il arriverait un jour à écrire le dictionnaire sans une seule erreur, à réécrire exactement le dictionnaire sans une seule erreur. Et puis ensuite, la question qu'on peut ensuite généraliser un peu plus, donc c'est un peu plus général que juste la question que je viens de poser, ou c'est même pire, est-ce qu'il va réussir à le faire plusieurs fois? Ok. Bien sûr, dans ces hypothèses, et c'est ça qui fait un petit peu le paradoxe si on veut, dans cette hypothèse, on suppose que le singe fait bien tous les jours ce
ce tapage à l'ordinateur ou des trucs comme ça. Et on suppose que ce singe a une vie infinie. Voilà, bon, c'est un peu bizarre, mais voilà, c'est les hypothèses vraiment de ce paradoxe, de ce problème. Donc, pour faire simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter soit grand N, le nombre de caractères à taper par jour. Et puis, on va noter, il faut le nombre de touches, d'accord, pour l'ordinateur. Donc on va noter, on va donner un nom, disons peut-être T, donc soit T, le nombre de touches distinctes. Une touche distincte de l'ordinateur, disons. Bien sûr, on peut faire un nombre de caractères plus petit, mais je pense au dictionnaire parce que le résultat que vous allez voir est quand même assez fort, assez rigolo. Donc c'est pour ça que je m'amuse à dire carrément le dictionnaire, parce que bon voilà, le dictionnaire, on s'imagine que c'est impossible. Et pourtant. Alors la question que je vous pose dans un premier temps, c'est quelle est la probabilité qu'un jour donné, il arrive à écrire le dictionnaire sans une seule faute, ou qu'il arrive à écrire le livre sans une seule faute. Ok, j'espère que vous avez pu répondre à cette petite question. Donc la probabilité que le singe réussisse à taper le livre à n caractères un jour donné, ça c'est égal à, en fait c'est tout simplement, vous vous dites à chaque fois il faut qu'il tape la bonne touche, donc le nombre de touches étant T, il a donc une chance sur T de taper la bonne touche, la bonne touche qui suit la touche précédente, peu importe la touche précédente, mais à chaque fois les touches sont distinctes. Donc du coup on va se retrouver avec 1 sur T, le tout à la puissance grand N. Ok, donc la probabilité que le singe réussisse à écrire le livre correctement à n caractères un jour donné, à grand n caractères un jour donné, c'est 1 sur T. Bon. Et puis il y a quelque chose qu'on peut supposer, c'est qu'on peut supposer, et c'est tout à fait louable de supposer ça, de toute façon on a supposé que la vie du singe était infinie, alors bon, tant qu'à faire, on suppose que les touches sont tapées de manière indépendante, les unes des autres. Donc, je vais écrire que les touches sont tapées une à une de manière indépendante. Une à une de manière indépendante et identique. Bon, identique, c'est plus ou moins sous-entendu par le fait que j'ai dit que la probabilité qu'il tape une touche est de 1 sur T. Donc on suppose que le singe ne sait pas vraiment ce qu'il tape, donc il tape au hasard. D'accord. Donc supposons que les touches sont tapées, ES, sont tapées une à une de manière identique indépendante, ou juste indépendante, on peut dire juste ça, puisque identique c'est déjà dit. Alors, on peut poser des événements, donc je propose de poser l'événement soit AN, l'événement, A petit n, l'événement, le singe réussit au énième jour. Là. Au énième jour. Bon, par les hypothèses que nous avons posées, eh bien, la probabilité de AN, c'est exactement ce que j'ai noté juste un peu avant, ceci. Et donc la série des P de AN, c'est une somme de termes constants. Le nombre de touches étant non nul, le nombre de touches à taper aussi étant non nul, vous avez que cette série, elle est divergente. Donc ça diverge, puisque c'est égal à la série d'une constante. Il n'y a rien qui dépend de petit n. Donc ça diverge.
Et en plus de ça, les AN, comme les touches sont tapées de manière indépendante, les AN sont mutuellement indépendants. Bon, bah d'après ce qu'on a démontré précédemment, notamment cette partie-là, eh bien, la probabilité de l'intersection de l'union des AK est égale à 1. Et qu'est-ce que ça voulait dire, je vous rappelle? Qu'est-ce que ça voulait dire que cet événement soit réalisé? Ça voulait dire que pour tout n, il existe un cas tel que AK est réalisé. Autrement dit, il existe une infinité d'événements AK qui est réalisé. C'est-à-dire que, si on est dans ces hypothèses qu'on vient de poser, pour notre singe savant, eh bien, la probabilité qu'il arrive à écrire une infinité de fois le dictionnaire, donc un certain nombre de jours, une infinité de jours, il arrive à écrire le dictionnaire sans une seule faute, réécrire le dictionnaire sans une seule faute, bah c'est 1. Donc c'est sûr. C'est quand même dingue. Faut imaginer quand même le truc là. Alors bien évidemment, le problème, c'est le fait d'avoir supposé que la vie du singe est infinie. Hein, évidemment. Mais c'est quand même assez surprenant d'avoir ce type de résultat quand même, parce que bon, ça laisse sous-entendre que voilà, ça pourrait arriver une infinité de fois. Et voilà, moi je trouve que c'est assez rigolo comme truc, malgré tout. Ok, donc ça c'est le premier problème dont je voulais vous parler. Et un autre problème dont je voulais vous parler, je regardais juste le temps. Ouais, ok. Donc, un autre problème dont je voulais vous parler, c'est la marche aléatoire sur Z. Alors je vais résoudre en partie le problème, je ne vais pas le résoudre entièrement parce que il va me manquer des hypothèses pour pouvoir le résoudre entièrement. Mais bon, sachez que ça se résout entièrement. Donc voilà. Marche aléatoire sur Z. Je vais mettre aléatoire entre parenthèses, puisque bon, on va forcer un petit peu la chose. Bon. Alors je vais vous expliquer le problème. Le problème est le suivant. On a une droite qu'on gradue, 0, par des antirelatifs. Et on a un bonhomme qui marche sur cette droite. Ok. Et à chaque temps, il avance de 1 ou il recule de 1. Alors on va supposer que le bonhomme il part de 0. Hein, donc imaginons le bonhomme il part de 0. Et puis bah, à chaque étape, il avance ou recule de 1. Donc on va dire qu'il avance de 1 par exemple, il avance de 1, il recule de 1, il avance de 1, il avance de 1, etc. Ok? Donc, et on va poser des probabilités pour qu'il avance et qu'il recule. Okay, on va supposer qu'il ne peut pas rester à la même place. Il est donc obligé d'avancer ou de reculer sur cette marche. D'accord? Donc, supposons, pour tout temps n, que la probabilité d'avancer est égale à P et la probabilité de reculer est égale donc à A moins P. Okay, avec P compris entre 0 et 1. Bon, 0 et 1 inclus, je crois. Ok. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que ce bonhomme, à la suite d'une marche assez grande, reviendra en 0, et est-ce qu'il reviendrait même une infinité de fois en 0? Ok, donc c'est ça la question qu'on va se poser ici. Donc, la question qu'on va se poser, c'est notamment, est-ce que l'individu reviendra en 0 une infinité de fois? Donc voilà la question que je vous propose de regarder un petit peu. Alors comme j'ai dit, je ne vais pas résoudre entièrement le problème. Il y a justement un cas particulier qu'on ne va pas traiter qui est assez intéressant, mais je vais juste vous donner le résultat. Parce que bon, ça demande quelques connaissances en plus, notamment sur les chaînes de Markov. Donc là, en fait,
Là, ce que je suis en train de vous proposer, c'est une chaîne de Markov. Mais j'aimerais déjà résoudre une partie du problème avec vous grâce à ce résultat. Ok ? Alors, notamment, je vais régler le problème quand P est différent de 1,5. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment autant de chances qu'il avance qu'il recule. Il peut avoir plus de chances d'avancer que de reculer, ou plus de chances de reculer que d'avancer. Ok ? Bon. Je vais régler ce problème-là. Et puis, je vais poser un événement, soit AN, l'événement correspondant à l'individu revient en 0 en n, n pas, disons, en n temps. Okay. Donc je vais m'intéresser à cet événement-là. Et donc évidemment, à partir du moment où je vous propose un événement, il faut déterminer sa probabilité. Alors quelle est la probabilité de AN pour tout n? Pareil, n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de répondre par vous-même. Ok, alors cette probabilité-là, alors il y a deux cas de figure. Il y a un premier cas de figure qui est que si le nombre de pas est impair, c'est impossible de revenir en 0. D'accord? Parce que si le nombre de pas est impair, vous faites une somme de 1 et de moins 1, qui sont tous deux des nombres impairs, et vous faites une somme avec un nombre de termes qui est impair. Donc, le résultat devra être impair. Okay? On peut le voir comme ça. Donc ça, ce résultat, ça va être 0 si n est impair. Donc je répète, la raison est la suivante. En fait, quand vous partez de 0 et que vous avancez ou reculez de 1, c'est comme si vous étiez en train de faire une somme de termes qui vaut que 1 ou moins 1. Mais 1 et moins 1 sont des nombres impairs. Et vous faites une somme avec un nombre de termes qui est impair. Bon, une somme de nombres impairs qui sont en nombre impair, c'est un peu rigolo comme façon de dire, mais c'est exactement la situation, donne un résultat qui est un nombre impair. Voilà. Bon, alors maintenant il faut traiter le cas pair. Alors si n pair, alors moi je vais écrire que n égale 2k, qu'est-ce qui se passe? Bon qu'est-ce qu'il faut? Il faut savoir comment revenir en 0. Ok? Bon. Alors pour revenir en 0, qu'est-ce qu'il faut? Ce que vous devriez remarquer, c'est qu'il faut qu'il y ait autant de marche avant à faire que de marche arrière à faire. Okay. Et ce, peu importe le chemin que vous pourriez choisir. Prenez par exemple n égale 4, vous allez devoir avancer 2 fois, reculer 2 fois. Peu importe le chemin, vous pourriez faire j'avance, je recule, j'avance. En tout, j'ai bien avancé 2 fois et reculé 2 fois. Okay. Donc, en ayant remarqué ça, on voit qu'il y a alors déjà, là, en termes de probabilité, chacun des chemins qui vérifie avancer k fois, reculer k fois, a la même probabilité. Cette probabilité, c'est p puissance k, 1 moins p puissance k. Maintenant, reste à savoir combien il y a de chemins qui vérifient cette chose. Et le nombre de chemins qui vérifient cette chose, il suffit de se dire, en fait, à quel moment j'avance. D'accord? Donc si par exemple, juste pour dire, je vous donne un exemple. Donc reprenons l'exemple n égale 4. Donc vous avez 4 pas à faire. Parmi ces 4 pas, vous devez en faire 2 où vous avancez, et donc les 2 autres, c'est automatiquement reculé. Et il vous reste à choisir donc 2 moments, parmi ces 4 moments, 2 moments où vous avancez. Donc par exemple, si je propose d'avancer ici, ici, ce qui va se passer, c'est que je vais faire le chemin, je pars de 0, je recule, j'avance, c'est le deuxième temps, j'avance et je recule. Et en effet, je reviens en 0. Donc il suffit donc de choisir 2 emplacements parmi les 4 emplacements. Donc là, dans la réponse dans ce que je viens de dire, vous reconnaissez le coefficient binomial. Et donc en fait, de manière générale, il suffit de choisir k emplacements parmi les 2 k emplacements que nous avons pour avancer. Donc on a k parmi 2 k qui apparaît ici. Donc on a ce coefficient binomial. Ok. Bon, très bien. Alors maintenant, je vais effacer un peu. Et puis on va s'intéresser à la série des P de AN. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour la série de P de AN. Ok. Alors P de AN, ça veut dire qu'il va falloir regarder cette série-là, hein, vous l'avez compris. Hein, donc,
la série des P de AN correspond à la série, donc N, ça correspond à la série sur K de K parmi 2K de P puissance K 1 moins P puissance K. Ok. Pour l'instant, l'hypothèse P différent d'un demi, je ne l'ai pas vraiment utilisée. D'accord ? Il y a un moment, vous allez voir, je vais devoir l'utiliser. Justement, c'est plus ou moins le moment auquel on arrive, où on va devoir l'utiliser. Mais j'aimerais faire quelque chose. Donc là, ce que vous faites pour essayer de savoir si cette série converge, hein, là, donc là on arrive à un problème où il faut savoir si une série converge, bah, vous connaissez différentes méthodes. Je pense qu'ici, la plus simple, enfin, moi ce qui me paraît le plus simple, c'est de regarder un équivalent, mais après vous pourriez très bien choisir de faire du d'Alembert. C'est pas interdit, je pense. Peut-être que c'est mieux, je suis pas sûr, mais peut-être que c'est mieux. Bon, on va faire les deux. Vous savez quoi, on va faire les deux. Donc si je fais du d'Alembert, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois regarder la limite de ce truc-là. Donc 2n plus 1, enfin n plus 1 parmi 2n plus 1 fois p puissance n. Bon là j'ai mis n, oui, excusez-moi, je vais remettre k. Juste pour qu'on soit ok avec tout ça, parce que sinon on risque de mélanger les termes. Donc k plus 1, 1 moins p puissance k plus 1, divisé par k parmi 2k, p puissance k, 1 moins p puissance k. Donc je fais an plus 1 divisé par an, et je vais regarder le résultat et le comparer par rapport à 1, si je le peux. Donc, bah, il faut simplifier, hein, donc simplifions. Je vais avoir, donc on utilise les formules de coefficient binomial, hein, donc j'ai ça factoriel fois, bon les p et tous les trucs de puissance, ça se simplifie assez bien, je pense, j'ai pas besoin de... Donc je vais mettre p puissance 1, tout simplement, je suis bête. Donc p fois 1 moins p, voilà, tout simplement, parce que ça simplifie bien les p. Par contre, les factoriels, ça simplifie un peu moins bien, alors je vais écrire juste ce qui se passe. Donc on a ça fois k factoriel carré, divisé par k plus 1 factoriel carré, fois 2k factoriel. Donc on se retrouve avec ça. Reste à simplifier ce coefficient binomial. Donc on se retrouve, là on a les factoriels qui se simplifient super bien. On va avoir en bas du k plus 1 au carré. Et en haut, on va se retrouver avec 2k plus 1 fois 2k plus 2. Ok? Bon. Et bah, si je regarde la limite quand k tend vers l'infini de ce truc-là, je vois que ça vaut 4. Pourquoi? Bah, parce qu'on a un polynôme de degré 2 sur un polynôme de degré 2, il suffit de regarder les coefficients dominants. Ici, on a 2 fois 2. Et en bas, on n'a que 1. Donc, le résultat, c'est 4. Maintenant, si on s'intéresse un petit peu à cette expression-là, bah, on peut se rendre compte qu'en fait, pour tout p compris entre 0 et 1, eh bien p fois 1 moins p est compris entre 0 et bah, le maximum justement est atteint pour p égale 1,5. Hein, c'est une fonction polynomiale du second degré. Pour savoir quelle est la valeur pour laquelle on atteint le maximum, il suffit de faire la moyenne des deux racines. Donc là, la 0 et 1, la moyenne c'est 1,5. Donc le maximum est atteint pour 1,5, et justement pour 1,5, c'est égal à 1 quart. Donc c'est maintenant que la supposition P différent d'un demi est utilisée. Comme P est différent d'un 1,5, on a inégalité stricte. Et donc, bah, vous avez donc 4 fois quelque chose qui est plus petit que 1 quart, hein, qui est plus petit strict à 1 quart. Bon bah ça, c'est donc plus petit strict à 1. Et donc par les propriétés de D'Alembert, ça veut dire que la série converge. Ok? Donc voilà une manière de montrer que la série converge. Et donc bah, comme la série converge, on peut appliquer le résultat. Ce résultat nous dit que du coup la probabilité de ce truc-là est égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'on ne va pas revenir une infinité de fois en 0. On va revenir au plus un nombre fini de fois en 0. C'est ça que ça signifie, sous ces hypothèses. Ok? Bon, je vais juste montrer une autre façon de mettre en avant que cette série converge. Et l'autre façon, c'est d'utiliser les équivalences. Donc, je vais utiliser les équivalences. Ça va me permettre
de faire un petit teaser sur ce que je vais certainement faire pour le prochain exo de colle, qui est un gros classique, quelque chose que je n'ai pas encore fait et pourtant c'est un très gros classique. Et donc je pense que ça a son importance que je le fasse. Donc j'ai besoin de trouver une équivalence pour k parmi 2k, p puissance k, 1 moins p puissance k. Bon, alors le coefficient binomial, on sait que c'est 2k factoriel divisé par k factoriel au carré, p puissance k, 1 moins p puissance k. Et là, ce que je vais me permettre, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les formules de Stirling. Et c'est donc, je fais mon teaser, ceci qu'on abordera pour l'exo 30. Ok, donc on abordera la formule de Stirling, démonstration de formule de Stirling, pour l'exo 30. Ok, donc la formule de Stirling, je vais juste la balancer là. Donc la formule de Stirling, n factoriel équivaut, quand n tend vers l'infini, à n puissance n exponentielle moins n racine de 2 pi n. Ok, donc je vais proposer une démonstration de la formule de Stirling. Je dis là, mais c'est une démonstration, puisqu'il y en existe beaucoup. Mais je vais en proposer une qui est adaptée pour les premières années, et je pense que ce sera très utile, histoire de faire de la révision et tout ça, donc vraiment, ouais. Ok, alors j'applique la formule de Stirling ici pour 2k factoriel, donc 2k factoriel ça va me donner 2k puissance 2k. Ensuite je vais me retrouver avec, excusez-moi, j'ai un petit bug, mais exponentielle donc moins 2k. Et ensuite, j'ai racine de 4 pi k divisé par, alors là c'est au carré, hein, donc je vais me retrouver avec k puissance 2k, exponentielle de moins 2k, puisque c'est au carré, hein, et quand je mets au carré ici, je vais avoir 2 pi k. Ok. Donc je me retrouve avec tout ça, très bien. Et puis je simplifie, hein, donc les exponentiels. Alors bien sûr les p je les ai pas simplifiés, donc là j'ai p puissance k fois 1 moins p puissance k. Ça je le simplifie pas, je le laisse tel quel. C'est très bien comme ça. Maintenant je regarde ce truc là, les exponentiels s'en vont. J'ai les k puissance 2k qui s'en vont. Il me reste quoi? Il me reste 4 puissance k fois. Et là j'ai une racine, donc là j'ai une histoire de racine qui apparaît. Alors. Qu'est-ce qui va me rester? Donc ce qui va me rester, c'est en bas, je vais avoir racine de pi k. Et en haut, je crois qu'il va me rester juste racine de 2. Non, attendez. 4. Non, il va me rester 2. Ah, attendez. Je ne vais pas faire de bêtises. Racine de 4 par rapport à 2, ça simplifie, donc non, il ne reste rien d'autre. Ok, donc il ne reste que racine de pi k. Ok, voilà. Donc ça c'est bon, fois p puissance k, fois 1 moins p puissance k. Bon voilà. Et cette série-là, elle est bien plus petite que la série géométrique suivante, hein, 4 fois p fois 1 moins p puissance k. Et là on l'a dit tout à l'heure, juste dans l'exemple dans la résolution précédente, comme p est inférieur à 1,5, tout ça, ça va être inférieur à 1 strictement. Et une série géométrique avec une raison qui est plus petite, une raison en valeur absolue qui est comprise entre moins 1 et 1 strictement, tend vers 0, et c'est une série qui converge en plus de ça. Ok? Donc voilà. Alors c'est pas une série qui tend vers 0, c'est que je mélange un peu ce que je voulais dire. Donc, une série de termes géométriques, une série d'une suite de termes géométriques à raison en valeur absolue compris ou en module qui a une valeur comprise entre moins 1 et 1 est une série qui converge. Ok, donc c'est pas très difficile à montrer ça, mais voilà. Donc ça c'est gagné, ça signifie que c'est équivalent à quelque chose à une série qui converge, et donc on conclut que cette série converge. Et encore une fois, on conclut du coup qu'il ne reviendra pas un nombre infini de fois en 0, donc un nombre fini de fois en 0. Voilà, alors je ne résous pas le cas p égale 1,5, parce que p égale 1,5, c'est le problème, parce que si vous remplacez par p égale 1,5, cette fois-ci la série diverge. Mais nous n'avons pas mutuelle indépendance entre les événements. Pourquoi? Parce que, comme vous avez pu le voir, pour savoir si on revenait en 0, a priori, tout dépendait de ce qui se passait avant.
Donc, a priori, les événements AM ne sont pas indépendants. Ne sont pas mutuellement indépendants. Enfin, les événements mutuellement indépendants. Donc, on a un petit problème pour P égale 1,5. Donc, attention, P égale 1,5, problème. Et donc, on ne peut pas appliquer le résultat qui est ici. Ok ? Donc je vais pas, comme je dis, je vais pas chercher à résoudre entièrement ce truc-là parce qu'il faut connaître des trucs, je pense qu'il faudrait connaître des trucs en plus sur les chaînes de Markov. Et faire un petit peu plus d'efforts. En fait, dans les chaînes de Markov, il y a moyen de montrer que le pas suivant, donc si je note x, l'état dans lequel je me trouve, donc l'état dans lequel je me trouve, ça correspond au numéro 1, moins 1, etc. Hein, l'entier relatif. Donc, suivant dans quel état je me trouve, la probabilité que je me retrouve à un autre état, ça va juste dépendre de là où j'étais à ce qui précède. En général, c'est ce qui pourrait arriver quand on a affaire à une chaîne de Markov appelée homogène, ce qui serait le cas si P égale 1,5. Okay. Donc on pourrait débattre la suite, etc. J'ai pas très envie de le faire, mais en tout cas, sachez que le résultat pour P égale 1,5, ça va être le résultat en effet de cette propriété-là. Parce que bon, au moins vous avez l'intuition de ce qui va se passer. Donc l'intuition de ce qui va se passer, c'est ça. Ce qui va se passer, c'est que on va repasser une infinité de fois en imaginant que la marche se fait tout au long d'une vie. On va repasser une infinité de fois, voire plus qu'une vie, une vie infinie encore une fois. On va repasser une infinité de fois en zéro. Ok, donc comme on va repasser une infinité de fois en zéro, voilà. Donc je vais quand même l'écrire. Résultat, l'individu repassera une infinité de fois en zéro. Ok. Et alors après on pourrait se poser la question, donc là pour une marche sur Z, on repasse une infinité de fois en zéro. Je ne sais plus si j'en ai déjà parlé dans un autre exercice, peut-être que oui, dans un autre exercice de colle, mais je vais en reparler maintenant parce que ça a sa place ici. Donc, quand j'ai une marche sur Z, en effet, et que c'est homogène, on va repasser une infinité de fois en zéro. Vous pourriez vous poser la question, qu'est-ce qui se passerait si je faisais une marche sur Z2 ? C'est-à-dire que si je faisais une marche dans le plan, dans lequel j'ai le droit non seulement d'avancer et de reculer, mais j'ai le droit également d'aller à gauche, à droite. Ok, donc j'ai 2 degrés de liberté si on veut. J'ai le droit d'avancer, reculer, etc. Donc avec 2 degrés de liberté, on pourrait se poser la question avec des probabilités homogènes, donc un quart, quelle est la probabilité que je revienne une infinité de fois en zéro ? Pour Z2, ça va encore marcher, on va encore avoir ça. Donc c'est-à-dire qu'on va revenir une infinité de fois en zéro. Si on marche dans le plan aléatoirement, en disant j'avance d'un pas, je recule d'un pas et je vais à gauche, à droite, eh bien, on reviendrait une infinité de fois en zéro, même dans une marche aléatoire de ce type. Et puis après, on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe si on ajoute encore un degré de liberté, c'est-à-dire qu'on se permet maintenant de monter et descendre d'un pas. Et bien, si on se permet ça en plus, là ça ne marche plus. Ça ne marche plus, on ne reviendra pas, presque sûrement, en tout cas avec une probabilité 1, on ne reviendra pas avec une probabilité 1, une infinité de fois en zéro. Ok ? Donc voilà, ça signifie, c'est quand même assez fort, je trouve, que juste en changeant de dimension, il y a un moment, paf, ça ne marche plus. Donc oui, et donc le fait que ça ne marche plus, c'est justement, ça serait un contre-exemple de cette propriété-là. Donc il faudrait quand même le travailler assez bien pour pouvoir mettre en évidence les formules, etc. Et qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là. Mais ça pourrait être déjà un contre-exemple de cette propriété-là. Parce que la série va diverger, et pourtant, et les règles ne vont pas être mutuellement indépendants, et on ne va pas avoir ce résultat. Donc voilà, dans le cas Z3, ça sera faux. Et dans les cas Z supérieurs, c'est pareil, hein, on n'aura plus égal à 1, évidemment. On aura même égal à 0. Ah, on n'aura même pas égal à 1, on aura égal à 0. Donc c'est quand même assez fort. Vous pourriez également vous poser la question, est-ce qu'il est possible que ces événements aient une probabilité 1 ou 0 ? La réponse est due à un petit peu de théorie, il faut aller plus loin dans les tribus et tout ce qui est autour des variables aléatoires et tout ça. Mais il se trouve que non, c'est
événements-là, pour les mesures habituelles de probabilité, ne vaudront pas autre chose que 0 ou 1. Parce qu'en fait, ce sont des événements asymptotiques, donc au sens où je suis en train de regarder en quelque sorte une limite. D'accord? Je vous ai appelé ça la limite sup. Donc, on s'en entend une limite, et quand on fait une limite avec des tribus engendrées ou des choses comme ça, eh bien, on se retrouve avec des probabilités qui vont 1 ou 0. Donc, on va pas avoir une probabilité autre que 1 ou 0 dans ce cas-là. Dans ces cas-là. Bon voilà, je pense avoir dit l'essentiel pour cet exercice. Et pour tout l'ensemble de ces exemples. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions, des remarques à faire sur l'exode-coll. Évidemment, encore une fois, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu et si vous pensez encore une fois que d'autres camarades pourraient être intéressés par cet exode-coll ou par les autres exode-coll, car oui, on va arriver au numéro 30, n'empêche. Eh ben, c'était pas dit, que j'arrive à tenir ce rythme, donc c'est super, et pourvu que ça dure. Et puis voilà, comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à faire part de vos ressentis. Et puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine avec, encore une fois, je l'espère, un nouveau décor, donc pour 2 semaines, car je serai à Montréal d'ici demain. Donc on croise les doigts cette fois-ci que ça se passe super bien et pas que je me retrouve embêté comme ça a été le cas il y a 2 semaines. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite un bon week-end et sur ce, à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut à tous!